Alors bonjour à tous, mon nom est Alexis Constantin, je suis vice-président en recherche de l'université de Versailles-Saint-Quentin et par ailleurs je fais partie aussi des SHS puisque je suis professeur de droit. D'abord, bienvenue à tous dans ce magnifique lieu et pour cet événement de qualité et important et intéressant. Alors André Thor, dont je salue le travail à la tête de la MSH à la suite des autres directeurs, mais c'était un travail important récemment et qui a conduit jusqu'à aujourd'hui à ce bel événement. Donc André Thor m'a fait l'amitié de me confier la tâche de présider cette première partie de la journée et de présenter notre première conférencière. Et c'est vraiment et sincèrement un grand honneur et un grand plaisir pour moi de m'acquitter de cette tâche. Il s'agit donc de Valérie Masson-Delmotte, notre collègue. Qui ne connaît pas Valérie Masson-Delmotte? Les scientifiques la connaissent pour son brillant parcours. Je ne rappellerai pas son CV, il est accessible aisément en ligne, mais c'est un brillant parcours. Et elle est également connue des scientifiques par ses recherches rigoureuses et primées à de nombreuses reprises. Elle est également membre du LSCE, dont nous étions hier, auquel nous étions hier conviés à fêter l'accueil, la réception du nouveau bâtiment, magnifique bâtiment du LSCE qui promet des recherches dans un cadre vraiment idéal. Le public également la connaît pour sa parole libre, simple et claire, qui alerte continuellement et fortement sur les changements climatiques, l'influence de l'homme sur ceux-ci et leurs conséquences possiblement néfastes et funestes. Les climato-sceptiques la connaissent et ne doivent guère l'apprécier pour sa combativité et sa ténacité dans la défense de ses constats et de ses positions scientifiques. Et Claude Allègre doit en avoir un souvenir cuisant d'ailleurs. Et même les enfants connaissent Valérie Masson-Delmotte pour les ouvrages de vulgarisation scientifique qu'elle écrit afin de transmettre et d'expliquer, même aux plus jeunes, et c'est très important, les connaissances scientifiques sur l'évolution du climat et son impact. À cet égard, on ne saurait insister trop sur la question de l'importance de la transmission des connaissances, transmission des savoirs, l'interdisciplinarité évidemment, et ce cadre s'y prête, et la MSH particulièrement, mais également la transmission des savoirs. Et parmi les défis qui se posent aujourd'hui à notre monde, qu'il soit universitaire ou monde citoyen, global, aux sociétés contemporaines, ce défi, c'est le degré et la qualité de l'appropriation des savoirs scientifiques par les citoyens. Ça occupe aujourd'hui une place décisive. Et on est dans un contexte où la parole des experts se trouve assez systématiquement remise en cause, dévaluée, et où des connaissances qui paraissent communément admises sont désormais remises en cause. Certains pensent que la Terre est plate. Et il y a des formes de défiance également à l'égard des intellectuels et des chercheurs. Et ces défiances s'expriment de plus en plus ouvertement, par le biais d'ailleurs, et facilitées en cela par l'informatique, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, il est plus que jamais important de poser les enjeux de la médiation et de l'appropriation des savoirs scientifiques. Et de ce point de vue-là, le rôle et la place de Valérie Masson-Delmotte sont primordiaux, car c'est de cela dont elle s'est emparée pour transmettre ses savoirs et affermir la parole scientifique, la transmettre aux plus jeunes, parce que c'est dès l'enfance qu'un certain nombre de savoirs méritent d'être transmis et leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses sur l'avenir de notre planète et de ce bien commun. Enfin, pour terminer, chers collègues, permettez-moi de vous dire, mais je crois que mon propos vous l'aura fait comprendre, dussé-je bousculer votre modestie naturelle, permettez-moi de vous dire toute mon admiration et ma sympathie pour votre capacité de travail. Celle-ci est absolument colossale. Je ne sais pas comment vous faites. Je suis très impressionné. Mon admiration aussi pour votre intelligence et votre savoir et votre engagement en faveur de l'intérêt commun dans de multiples et variés domaines, y compris au niveau même politique, parce que ces questions environnementales, ces questions de climat sont aussi des questions et sont
d'abord des questions politiques, au sens politique de la vie en commun des citoyens et des humains, et avec évidemment les autres, de tous ceux qui vivent sur cette planète, et le tout dans une grande humanité, une grande simplicité, sans jamais la moindre affectation ou arrogance. Alors, je vous le redis, soyez-en remerciés, soyez remerciés pour tout ce travail, et soyez remerciés pour cette conférence que vous allez nous donner. Merci beaucoup. Donc, ce que je veux faire dans cette intervention, c'est partager avec vous les points clés des 3 récents rapports spéciaux du GIEC. En fait, on n'entend rien. Je vais essayer comme ça. Voilà. Donc, c'est partager avec vous les points clés des 3 derniers rapports spéciaux du GIEC, au sens d'un travail collégial, transverse aux disciplines scientifiques, pour fournir à l'ensemble de la société le meilleur état des connaissances aujourd'hui. Alors sur la première diapositive, vous avez une représentation visuelle du réchauffement à la surface des continents et des océans depuis 1850, le code barre du climat, une année, une barre, du bleu vers le rouge. Et ça permet en fait assez intuitivement d'appréhender ce degré de réchauffement qui est inédit à l'échelle de plusieurs millénaires et qui est le résultat déjà de nos rejets passés et actuels de gaz à effet de serre. Et je choisis de montrer cette représentation, elle n'est pas dans les rapports du GIEC. C'est un travail qui est fait par un climatologue britannique, Ed Hawkins, sur la visualisation de données, parce qu'on a besoin d'outils de ce type-là pour transmettre d'une manière qui soit la plus intuitive possible nos connaissances scientifiques. Alors, pour démarrer, je veux juste montrer le nombre de publications scientifiques par an dans les bases de données internationales, avec le mot-clé changement climatique en anglais. Et vous voyez qu'en fait, c'est passé de quelque chose d'anecdotique dans les années 80, alors que la plupart des concepts, des notions, des outils de compréhension du changement climatique étaient déjà là, à plus de 20 000 publications chaque année, avec une montée en puissance de la contribution finalement de toutes les disciplines techniques et scientifiques, à la fois pour comprendre ce qui se passe, mais aussi les risques et les options d'action dans toutes leurs dimensions. Cette masse de connaissances est telle qu'il est impossible pour quelques personnes que ce soit de l'appréhender dans son ensemble. Et ça justifie d'autant plus un travail collégial d'évaluation de l'état des connaissances. Qu'est-ce qui est robuste, confirmé, renforcé par des connaissances nouvelles ? Qu'est-ce qui est émergent, qui reste associé bien sûr à une incertitude importante, parfois par des études de cas dans certains contextes. Et puis, qu'est-ce qui fait partie de limites des connaissances aujourd'hui ou de controverses scientifiques profondes par rapport à des éléments souvent imparfaits de connaissances. Et ça justifie donc d'autant plus de faire collégialement une évaluation de l'état des connaissances. C'est vraiment le mandat du GIEC depuis une trentaine d'années. Pour ce 6e cycle d'évaluation du GIEC, on opère dans un contexte différent. Donc, à partir de 2015, il y a un ensemble d'agendas structurants qui ont été définis au niveau international. L'accord de Paris sur le climat, mais aussi les objectifs du développement durable, qui fixent finalement un cadre permettant d'évaluer pour un domaine d'action, par exemple le climat, les intersections possibles avec d'autres dimensions d'un développement soutenable. On a également l'accord cadre de Sendai pour réduire le risque de catastrophe, ou le nouvel agenda urbain, dans un contexte d'une urbanisation sans précédent, et qui va être amené à s'amplifier, en particulier dans un ensemble de pays en développement. Et puis enfin, à côté des rapports du GIEC sur la question climat, on a les rapports de l'IPBES sur les enjeux des écosystèmes, de leurs services et de la biodiversité, où on a des intersections multiples avec la question du changement climatique qui est devenu aujourd'hui un facteur supplémentaire de stress pour les écosystèmes et la biodiversité. Et certaines des solutions par rapport au changement climatique peuvent être bénéfiques pour la protection de la biodiversité ou présenter des risques nouveaux, d'où l'importance d'aborder ces enjeux-là de manière intégrée. On a pensé ces évaluations des rapports du GIEC pour aborder à la fois donc, ce qui se produit, les impacts, mais aussi les risques dans différentes dimensions et de manière équilibrée par rapport aux risques, les options d'action. Donc les actions pour agir sur la cause du réchauffement climatique, les rejets de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, mais aussi les options d'action pour renforcer la résilience, la gestion de risques par l'adaptation dans toutes les régions, dans tous les secteurs d'activité. On ne prépare pas des encyclopédies ou des livres de cours, on prépare en fait une synthèse des éléments scientifiques en appui à la prise de décision et on le pense de manière à ce que ce soit intégré entre les différents domaines de production de connaissances scientifiques. Donc, pour ce 6e cycle d'évaluation, on en est à peu près à mi-parcours. On a rendu, entre l'année dernière et cette année, 3 rapports spéciaux. Celui qui nous avait été demandé au moment de la COP21 sur 1,5 degré de réchauffement planétaire,
avec les questions suivantes. Qu'est-ce qu'on gagnerait à avoir une action plus ambitieuse pour contenir le réchauffement climatique au niveau le plus bas possible, 1,5 degré par rapport à 2 degrés, qui est l'objectif principal de l'accord de Paris sur le climat? Qu'est-ce que ça impliquerait comme impact supplémentaire et évité? Qu'est-ce que ça impliquerait comme trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre? Et quelles seraient les intersections avec un développement soutenable? Et son premier objectif, lutter contre l'extrême pauvreté. La dimension sociale, elle est extrêmement forte dans cette évaluation-là. On a rendu au mois d'août un rapport spécial climat et utilisation des terres dans toutes les dimensions. Et enfin, au mois de septembre, un rapport qui porte sur l'océan et la cryosphère, neige, glace et sol gelé, dans un climat qui change, où cette fois-ci, on n'a pas abordé les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en dehors du stockage de carbone dans les écosystèmes côtiers. Mais c'est plus l'angle de la gestion de risque, de la résilience, aussi bien pour les écosystèmes que pour les sociétés humaines qui en dépendent. Et puis, vous avez la possibilité de contribuer aux rapports complets qui sont en cours d'élaboration. Est actuellement en cours de relecture le rapport du groupe 2 sur les impacts, l'adaptation et les vulnérabilités pour différents secteurs, pour différentes régions. Et seront bientôt disponibles à la relecture les versions successives des rapports sur l'atténuation ou sur les bases physiques du changement climatique. Donc, le rapport sur 1,5 degré, il a été construit en intégrant dans chaque chapitre des chercheurs de disciplines différentes. Alors, je vais un peu caricaturer, mais disons les sciences physiques, les sciences des systèmes biologiques, et puis les sciences humaines et sociales. Et c'est nouveau. Précédemment, on n'avait pas cette intégration au niveau de chaque chapitre d'évaluation. Et ça jouait un rôle essentiel dans la manière de penser, de conceptualiser, de définir le cadre de cette évaluation, et dans la manière d'en faire la synthèse. Alors moi, je résume ce rapport avec 3 points. Chaque demi-degré compte. Un monde 1 degré plus chaud aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 50 ans. Un monde 1,5 degré, 2 degrés plus chaud ou davantage sont en fait des mondes très différents en termes de conditions de vie et en termes de risques. De la même manière, ce rapport montre à quel point chaque degré compte en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque chaque année où on ajoute en particulier du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on ferme la possibilité de contenir le réchauffement climatique à un niveau bas. Donc il y a ce caractère, disons, d'inertie et de réponse impliquée sur les décennies à venir qui est extrêmement importante. Et puis la dernière chose, c'est le fait que chaque choix compte, au sens où on peut penser l'action pour le climat de manière intégrée avec d'autres aspects d'un développement soutenable. Et l'intégrer le plus vite possible apporte de nombreux bénéfices. Alors pour démarrer, donc, on en est à ce réchauffement dû aux activités humaines qui atteint 1 degré. Au rythme actuel de ce réchauffement, on sera dans un monde 1,5 degré plus chaud que le climat pré-industriel, entre environ 2030 et 2050. Donc c'est le monde des jeunes générations d'aujourd'hui, ça va venir très vite. Sans renforcement de l'ambition, c'est-à-dire si les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter et se stabilisent aux alentours de 2030, c'est ce qu'impliquent les promesses mises sur la table par les différents pays en 2015, alors on est plutôt parti vers un réchauffement à la fin de ce siècle de l'ordre de 3 degrés ou davantage. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc là, on regarde une situation idéalisée où les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent très vite un pic, diminuent très fortement, ce qui est nécessaire pour contenir le réchauffement à un niveau aussi bas que 1,5 degré. Il reste une toute petite marge de manœuvre très réduite, à condition d'une action extrêmement intense et urgente. Alors qu'est-ce que ça implique finalement des mondes 1,5 degré, 2 degrés plus chauds? C'est différent en termes de tendance climatique dans chaque région, c'est différent en termes de répartition de la pluviométrie, c'est différent en termes de récurrence d'événements extrêmes intensifiés comme les vagues de chaleur, les pluies torrentielles, ou pour certaines régions comme le pourtour de la Méditerranée, les sécheresses. C'est différent en termes de vitesse de montée du niveau des mers. Donc si on se place pour un certain nombre de systèmes naturels, de systèmes que nous gérons ou de systèmes humains, on peut schématiser le résultat de notre évaluation qui combine ces aléas climatiques avec une analyse des vulnérabilités et une analyse de l'exposition à ces aléas pour fournir une évaluation du niveau de risque qu'on va reporter avec un code de couleur selon sa sévérité. Et vous voyez qu'aujourd'hui, de nombreux récifs de coraux d'eau chaude sont exposés à des vagues de chaleur marine plus fréquentes. La plupart d'entre eux risquent d'être sévèrement dégradés, même pour un réchauffement contenu à 1,5 degré, et quasiment tous autour de 2 degrés. On a également des risques croissants pour d'autres écosystèmes, comme les forêts de mangroves. Et ce sont des écosystèmes qui apportent de multiples bénéfices aux populations qui en dépendent, de protection des côtes. Ils hébergent la reproduction d'un grand nombre d'espèces marines et ils fournissent également des services sous forme d'activités touristiques qui en dépendent.
On a des enjeux qui sont extrêmement importants pour la sécurité alimentaire, je vais revenir dessus par la suite, aussi bien pour le potentiel de prise de pêche des pêcheries tropicales, qui diminue à mesure du réchauffement, que pour les rendements agricoles, donc à terre, pour un certain nombre de céréales clés, ou pour l'élevage, en particulier dans les régions tropicales, sous l'effet de vagues de chaleur et de niveaux de réchauffement de plus en plus importants. On a des enjeux également extrêmement importants du côté de l'Arctique. Un monde d'1,5 degré, c'est un monde où vous avez en gros une année sur 100 plus du tout de glace de mer à la fin de l'été sur l'océan Arctique. Un monde 2 degrés plus chaud, c'est environ une année sur 3. C'est très différent à la fois en termes d'implication pour les écosystèmes qui dépendent de la glace de mer, les sociétés traditionnelles qui en dépendent pour leur déplacement, ou bien d'autres opportunités pour développer l'exploitation des ressources locales, minières, pétrolières, gazières, pour l'exploitation de nouvelles routes maritimes, avec à chaque fois un mélange complexe d'opportunités et de vulnérabilités qui ne touchent pas les mêmes personnes dans chaque société, ou les mêmes sociétés d'une manière identique. On a des risques croissants à mesure du réchauffement pour les inondations côtières, le risque de submersion côtière, je vais revenir dessus par la suite, mais aussi en particulier en Asie du Sud-Est, le risque d'inondation fluviale, avec des pluies torrentielles dont l'intensité est renforcée à mesure de l'augmentation du niveau de réchauffement planétaire. Il y a des enjeux pour le tourisme, on peut parler du tourisme qui dépend des récifs de coraux tropicaux, le tourisme qui dépend de l'abondance de la neige dans les régions de montagne avec une industrie du ski. Et il y a également de nombreux enjeux en termes de santé publique. L'exemple qui est illustré ici, c'est pour la morbidité ou la mortalité liée aux vagues de chaleur, en particulier dans les villes. Alors pour traduire ça, 1,5 degré de réchauffement en moyenne à la surface de la Terre, c'est plutôt 3 degrés sur les pics de température, plus les effets d'îlots de chaleur urbains. Donc il y a des enjeux particuliers à l'adaptation des villes pour des enjeux de bien-être et de santé publique par rapport à l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des vagues de chaleur, même pour un niveau de réchauffement planétaire relativement bas. Alors qu'est-ce que ça implique de contenir le réchauffement climatique à un niveau bas? Ça implique d'infléchir complètement les tendances d'émissions mondiales de dioxyde de carbone. Alors le dioxyde de carbone, il a un effet cumulatif. C'est celui qui a la plus grosse empreinte sur le climat. Et ce qui va définir le pic futur de réchauffement, c'est la somme des émissions passées, présentes et futures de dioxyde de carbone. Donc si on veut contenir le réchauffement climatique futur à n'importe quel niveau, il faut que les émissions mondiales de dioxyde de carbone diminuent fortement pour devenir net zéro. C'est-à-dire que nous ne mettions pas plus dans l'atmosphère de dioxyde de carbone que nous ne soyons capables d'en extraire et de stocker de manière durable. Donc vous avez en bleu les trajectoires qui sont compatibles avec un réchauffement stabilisé autour de 1,5 degré. Donc ça veut dire passer d'émissions de l'ordre de 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année dans le monde, c'est passer sur ma propre vie de l'ordre de 10 à 40 milliards de tonnes, d'avoir une diminution régulière, rapide, pour atteindre à horizon 2050 cette neutralité sur les émissions mondiales de dioxyde de carbone et dans la deuxième moitié de ce siècle, confier aux jeunes générations d'aujourd'hui le soin de déployer des technologies qui aujourd'hui ne sont pas disponibles pour extraire du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable, donc faire le nettoyage. Si on attend 10 ans, simplement 10 ans, avec les trajectoires qui sont en gris clair, qu'est-ce que ça implique? Ça implique en fait d'atteindre et de dépasser 1,5 degré. Et si on veut revenir en arrière, cela implique alors d'enlever davantage de dioxyde de carbone de l'atmosphère en déployant des technologies soit physico-chimiques qui ont un coût, ou alors en jouant sur des options qui touchent à l'utilisation des terres, de l'afforestation à grande échelle, de la production de bioénergie, avec captage et stockage du CO2 dans les grandes centrales thermiques ou de production d'électricité, avec des enjeux extrêmement importants de pression supplémentaire sur l'utilisation des terres pour des risques d'accaparement de terres, de sécurité alimentaire ou bien de préservation de la biodiversité terrestre. Donc voilà vraiment l'ampleur de l'enjeu. Alors qu'est-ce que ça impliquerait de contenir le réchauffement planétaire à 1,5 degré? Ça impliquerait en fait des changements dans tous les secteurs d'activité et à une échelle sans précédent historique. C'est-à-dire faire au niveau planétaire autant que lorsqu'il y a eu des transitions charbon-gaz ou charbon-gaz nucléaire dans certains pays, mais au niveau global. Et quand on parle de transition de système, ici on pense ces systèmes, non pas simplement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais de sorte à ce qu'ils fonctionnent dans un climat qui va inéluctablement, sur les prochaines décennies, continuer à changer. Donc des systèmes qui soient résilients. Donc ces transitions de système, on les aborde d'une manière
théoriques sur ces trajectoires, mais on les aborde dans cette évaluation d'une manière plus pratique. Quelles sont les options d'action qui existent? Il y en a de nombreuses. Quelles sont leurs conditions de mise en œuvre et quel est le potentiel de déploiement à court, moyen et long terme? Donc ça demande en fait de transformer tous nos grands systèmes, les systèmes de production d'énergie, en décarbonant rapidement la production d'électricité, en décarbonant les transports. Ça demande à transformer notre utilisation des terres, et je vais revenir dessus par la suite, en modifiant les pratiques agricoles de sorte à réduire les émissions de gaz à effet de serre et stocker du carbone dans les sols. Ça demande à transformer nos villes, à penser des villes pour qu'elles soient résilientes, pour utiliser au maximum l'efficacité énergétique, renforcer l'économie circulaire, de même dans le secteur industriel, et enfin mettre en place toutes les infrastructures qui soient au service de ces grandes transformations, typiquement des infrastructures pour la mobilité active, pour les transports en commun et tout le reste. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une large palette de technologies qui sont disponibles, qui n'étaient pas forcément disponibles il y a 20 ans ou 10 ans. La situation est vraiment nouvelle, avec un potentiel de déploiement qui est important. Il y a des enjeux à renforcer l'action dans le secteur des transports et dans le secteur du bâtiment tout particulièrement. Mais contenir le réchauffement climatique à un niveau très bas, ce n'est pas simplement une histoire d'offres sur ces grands systèmes de production, c'est aussi un enjeu sur le fait d'agir sur la demande. Si la demande en fait, mondiale continue à augmenter pour l'énergie, pour l'alimentation, en particulier l'alimentation qui a une forte empreinte carbone, à base de produits animaux, et sur la demande en matériaux non renouvelables, ça va impliquer que ces systèmes de production grossissent et soient très difficiles à transformer rapidement. Donc c'est particulier aux enjeux de contenir le réchauffement à un niveau très bas. Et ces changements de comportement, c'est vraiment la maîtrise de la demande par une forme de sobriété énergétique en matériaux non renouvelables et une maîtrise de la demande alimentaire. Ça demande également de sortir le plus vite possible de l'utilisation du charbon, en termes d'infrastructures existantes et en termes d'investissements à éviter dans ce secteur-là. Et enfin, ça demande de réorienter complètement les investissements. Donc on est dans le cadre d'un besoin majeur d'investissement pour le développement, en particulier dans les pays en développement. Et l'enjeu, c'est réorienter ces investissements vers les options bas carbone et vers l'efficacité énergétique d'un facteur 5 à 6 entre maintenant et 2050. Voilà en gros les conditions sine qua non pour ces trajectoires permettant de contenir le réchauffement. Et dans ce rapport, on illustre quelques exemples de trajectoires. Vous voyez en brun le secteur d'utilisation des terres et leurs émissions associées. Vous voyez en gris les émissions liées à l'utilisation du pétrole, du charbon, du gaz, plutôt dans le secteur industriel. Et vous voyez en jaune la nécessité de recourir à des émissions négatives, c'est-à-dire enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker à grande échelle. Dans un scénario type P1, où on a vraiment un scénario de sobriété, voire de frugalité sur la demande, vous voyez qu'on peut avoir une maîtrise des émissions de gaz à effet de serre sans recourir à des émissions à grande échelle négatives d'élimination de CO2 de l'atmosphère. Dans un scénario de type développement soutenable, maîtrise de l'évolution démographique, consommation responsable, production responsable, vous voyez qu'il y a une part importante qui tient aux transformations du secteur des terres, mais on a besoin d'une partie d'énergie de la biomasse avec captage et stockage. Dans un scénario sur les tendances actuelles, un scénario de type P3, vous voyez que ce besoin serait important pour contenir le réchauffement à un niveau bas. Et dans un scénario de type P4, c'est un scénario en fait, où on dépasse 1,5 degré, on en revient. Donc c'est un scénario qui est associé à des risques de perte irréversible de certains écosystèmes et de gestion de risques et de crises potentiellement importants pour les sociétés les plus fragiles, ou si le déploiement à très grande échelle de l'utilisation d'énergie de la biomasse se fait sans une gouvernance et sans une prudence majeure. Donc on peut le qualifier de scénario à haut risque dans plusieurs dimensions. Donc dans l'évaluation, on a abordé les conditions de faisabilité avec l'angle géophysique pour le climat, avec les autres dimensions environnementales, par exemple pour l'eau, pour les ressources, ou les implications pour la biodiversité, les dimensions de faisabilité technologique, économique, institutionnelle, par exemple le cadre réglementaire qui est souvent un frein pour le déploiement de certaines solutions, et enfin la dimension socio-culturelle qui est en réalité majeure. Et on a besoin de davantage de connaissances sur cette dimension-là. Souvent l'évaluation est limitée par cette dimension d'acceptabilité finalement socio-culturelle sur la mise en place de transformations rapides de la société. C'est quelque chose qui est limitant pour cette évaluation. On est restreint à des études de cas, souvent plutôt dans les pays développés. Et puis la dernière chose, c'est sur finalement le cadre derrière cette évaluation, c'est le fait de penser des trajectoires de développement au sens permettre à tous de vivre dignement en ne laissant personne derrière.
et des trajectoires qui soient résilientes, de l'échelle de la communauté à l'échelle des pays, qui permettent également d'aller vers la neutralité carbone en abordant l'ensemble des dimensions d'un développement soutenable, et tout particulièrement la question des populations qui sont les plus fragiles, donc en lien étroit avec une analyse des vulnérabilités et de l'extrême pauvreté. Donc ce qu'on montre également, dans ce rapport-là, c'est le fait de penser des transitions qui soient éthiques et justes. On montre que différentes trajectoires peuvent présenter différentes synergies ou différents compromis avec d'autres objectifs d'un développement soutenable. Alors pour penser positif, quelques exemples clés, c'est une alimentation saine, une mobilité active, qu'on peut penser comme des investissements en matière de santé, en matière de bien-être, qui demandent des investissements et des infrastructures, mais qui présentent beaucoup d'autres bénéfices. On peut également donner l'exemple de la réduction des émissions de polluants associés au secteur des transports, qui permet d'améliorer la qualité de l'air autour des grands centres urbains, et donc également de présenter de multiples bénéfices en matière de santé publique. Et ce sont deux exemples parmi beaucoup d'autres qui montrent que finalement la question de l'action par rapport au climat, elle n'a pas de sens à être pensée seule, elle a vraiment vocation à être pensée de manière plus large, autour de trajectoires, d'autres trajectoires ou d'inflexions de trajectoires de développement au service du bien-être humain. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais sur ces différentes trajectoires, sur les dimensions d'un développement soutenable, les bénéfices les plus larges, c'est quand on agit sur la demande, avec une sobriété en énergie, en matériaux non renouvelables, et une forme d'alimentation sobre en carbone. Et la dernière chose, c'est qu'il y a des conditions de faisabilité, qui sont en fait une gouvernance à toutes les échelles, de l'échelle de la communauté à l'échelle internationale, avec des caps clairs, des enjeux de coopération, d'innovation. Alors l'innovation, moi je la résume en 3 volets. L'innovation technologique, on a besoin de rupture, c'est évident. L'innovation sociale, par exemple partager plutôt que posséder pour un certain nombre d'enjeux et de secteurs. Et puis l'innovation frugale, parce qu'on a besoin que ces solutions elles soient disponibles pour des populations fragiles à bas revenus partout. Et ces 3 dimensions sont en fait la manière dont on décrit ces enjeux en matière d'innovation. Alors je vais passer à la question du rapport sur le changement climatique et les terres. Et j'en profite pour mentionner que tous les rapports sont disponibles en anglais en ligne sur le site du GIEC, ipcc.ch, mais qu'il y a des collectifs de citoyens qui en ont fait en particulier des traductions en français d'une qualité remarquable pour des non-spécialistes et qui témoignent d'une volonté par une partie importante de la société de s'approprier ces éléments de l'évaluation de la communauté scientifique le plus rapidement possible. Alors, sur la question des terres, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, mais dans cette évaluation, on montre à quel point les terres sont des ressources critiques qui sont sous pression croissante. Et le changement climatique ajoute à ces pressions, empire une situation qui est déjà tendue et avec des enjeux majeurs en termes de sécurité alimentaire. On montre également qu'il existe de nombreuses solutions, pas high-tech, des solutions qui sont déjà disponibles, souvent ancrées sur un retour d'expérience des connaissances locales, construites à l'échelle de plusieurs siècles, qui permettent en fait de restaurer les terres, de renforcer la sécurité alimentaire, produire de l'énergie à partir de la biomasse, mais la mise en place de ces solutions qui existent, le changement d'échelle, ça demande vraiment une action concertée, rapide, ambitieuse et sur plusieurs fronts, en pensant les systèmes alimentaires dans leur ensemble. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'une gestion durable des terres fait partie des solutions, aussi bien pour l'adaptation que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais le potentiel est limité et ça ne peut pas tout faire, ça ne peut pas se substituer à diminuer les émissions des autres secteurs d'activité du côté de l'utilisation des énergies fossiles. Alors pour donner le panorama de ces enjeux, de ces pressions sur les terres, donc les activités humaines, elles pèsent sur 70% des terres émergées, un quart sont dégradées et cette dégradation est exacerbée par le changement climatique, par exemple sous l'effet d'augmentation de l'intensité des pluies torrentielles ou de dégradation des sols gelés. On a aujourd'hui 500 millions de personnes dans le monde qui vivent dans des régions qui subissent une désertification. Et dans certaines régions, la diminution de la pluviométrie renforce ce processus de désertification. Donc la sécheresse dans les zones semi-arides a augmenté d'environ 1% par an sur les derniers 50 ans. Et enfin, on est devant une dégradation majeure des écosystèmes et une perte de biodiversité qui est liée à la manière dont on produit notre nourriture et à ce qu'on choisit de manger. On est également devant un système alimentaire mondial qui est clairement non soutenable, avec 820 millions de personnes qui souffrent toujours de la faim malgré les progrès des rendements agricoles et des systèmes commerciaux d'échange. On a également 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité, avec des enjeux majeurs en termes de dépenses de santé publique et de bien-être.
Le système alimentaire dans son ensemble, c'est-à-dire de la ferme à la poubelle en passant par la transformation et l'assiette, c'est environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc le potentiel d'action à tous les échelons est extrêmement élevé. Et enfin, ce système alimentaire, on le voit aujourd'hui, il est vulnérable par rapport au changement climatique. Dans certaines régions, on observe déjà des stagnations, parfois des baisses de rendement ou de productivité pour le bétail. Et enfin, il existe donc de très nombreuses solutions. La première et la plus évidente, c'est d'éliminer les pertes et le gaspillage alimentaire. Mais il y a également des ensembles de solutions pour une gestion plus soutenable des terres, pour le renforcement des puits de carbone et pour avoir finalement une alimentation qui soit saine et respectueuse de l'environnement. Alors ce graphe, il illustre le fait que dans certaines régions du monde, on a des enjeux qui sont superposés. Donc, par exemple, pour l'adaptation au changement climatique, la désertification, la dégradation des terres, l'insécurité alimentaire, des menaces pour la biodiversité sur des zones particulièrement fragiles, des stress sur l'utilisation des eaux profondes, les aquifères, ou une dégradation de la qualité de l'eau, dans des endroits qui sont déjà très pauvres, donc avec un indice de développement humain bas, ce qui reflète à la fois une grande vulnérabilité et une capacité moindre à agir. Donc c'est quelque chose qui caractérise souvent cette question du changement climatique, le fait que les plus exposés, les plus vulnérables, ont souvent des capacités moindres à agir. Et c'est particulièrement le cas dans certaines régions. J'ai juste mentionné ce qu'on appelle les points chauds du réchauffement climatique. Donc ça peut être aussi bien les zones arctiques que les pays d'Asie du Sud-Est, la zone du Sahel, ou bien les petits États insulaires en développement, les zones de haute montagne, ou bien le pourtour méditerranéen. On est vraiment sur une diversité de zones, mais certaines sont aux avant-postes de ces enjeux croisés. Alors, de nouveau, on retrouve cette représentation simplifiée des risques qui résultent des aléas climatiques, mais aussi de la pression sur les terres, induite par le changement climatique, en fonction du niveau de réchauffement à la surface de la Terre. Donc on en est à peu près à 1 degré aujourd'hui. Et vous voyez que même entre maintenant et 1,5 degré, on est devant des risques qui vont croître de pénurie d'eau dans les régions arides, y compris sur le pourtour méditerranéen. On est devant une situation où les risques pourraient devenir très élevés à plus de 2 degrés de réchauffement en matière d'érosion, de perte de végétation. Même à 1,5 degré de réchauffement, on est sur des enjeux majeurs d'augmentation du risque de feux de forêt, en particulier pour le pourtour de la Méditerranée et toutes les régions de climat méditerranéen. Il y a des enjeux extrêmement importants par rapport à la dégradation des sols gelés, que ce soit en montagne ou autour de l'Arctique. Vous voyez qu'en ce qui concerne les rendements tropicaux, tout à l'heure je vous montrais la partie basse de ce graphique, jusqu'à 2 degrés, mais on est sur des enjeux de risque majeurs pour un réchauffement supérieur à 2 degrés par rapport à ces rendements tropicaux, aussi bien pour les céréales clés que pour un certain nombre de caractérisations de l'élevage et du bétail et de la production associée. Et enfin, même pour un niveau de réchauffement relativement bas, on a des risques d'instabilité de l'approvisionnement alimentaire. Donc le niveau de risque modéré, c'est dans certaines régions. Par exemple, en Afrique de l'Est, avec des situations de sécheresse récurrentes. Mais pour un niveau de réchauffement qui monte, en fait, ce risque d'approvisionnement change d'échelle. Et au lieu de toucher des communautés locales, peut toucher des régions entières ou plusieurs régions en parallèle, ce qui risque de mettre en péril la capacité de gestion de crise et de réaction concertée devant ces situations de crise. Le rapport il montre clairement que pour un même niveau de réchauffement planétaire, le niveau de risque ne dépend pas que du niveau de réchauffement planétaire, mais de nos choix en matière de développement. Et on le fait en contrastant différentes trajectoires socio-économiques. Donc on en utilise 5 grandes catégories. Et dans ce cas précis, on va comparer un choix de développement qui met l'accent sur la soutenabilité, donc une maîtrise de la croissance démographique, des inégalités réduites, des systèmes de production résilients à faibles émissions, une réglementation et une maîtrise du droit foncier de l'usage des terres et une capacité d'adaptation élevée. Et vous voyez que là, pour la désertification, pour la précarité alimentaire, l'insécurité alimentaire, on arrive à contenir les risques à des niveaux bas par ce choix de développement. Par contre, si on a un développement qui conduit à une hausse importante démographique, une hausse de la demande, des inégalités croissantes, donc avec une population pauvre plus importante, des pressions multiples sur les terres sans gouvernance associée et une faible capacité d'adaptation, même pour 1,5 degré de réchauffement, on est sur des enjeux de risques élevés liés à la désertification ou bien de risques élevés liés à l'insécurité alimentaire à grande échelle.
Donc ça montre l'importance à la fois des choix en matière de développement, en matière de gouvernance, et pas simplement du niveau de réchauffement à venir. Je ne vais pas détailler cette table, mais c'est juste pour montrer qu'on a analysé un potentiel extrêmement important de réponses qui sont des réponses intégrées et qui présentent de multiples bénéfices. Qu'est-ce qui permet de réduire les rejets de gaz à effet de serre, de renforcer l'adaptation du secteur agricole, de lutter contre la dégradation des terres ou la désertification, de renforcer la sécurité alimentaire, et à quel coût? Et on montre en fait le potentiel important de réponse dans le secteur agricole, par exemple en intensifiant de manière soutenable la production par l'agroforesterie et d'autres méthodes, le potentiel important lié à la préservation des forêts et d'autres écosystèmes, l'attention particulière qui peut être portée à la qualité des sols et au travail pour préserver la qualité des sols, qui est fondamentale. Il y a d'autres options qui portent sur la chaîne de valeur, par exemple tout ce qui porte sur la mutualisation du risque, les systèmes en fait, de gestion de partage de risque, d'assurance qui sont essentiels pour la résilience du secteur agricole. On met l'accent sur les limites au potentiel d'émissions négatives liées à l'usage des terres. Donc toutes les trajectoires qui permettent de contenir le réchauffement à un niveau bas, elles ajoutent une pression supplémentaire pour les terres, en particulier par différentes combinaisons de reboisement, de boisement, de déforestation évitée et d'utilisation de terres pour produire de la bioénergie. Et évidemment, si ce déploiement à grande échelle se fait sans une gestion prudente et adéquate, on peut créer des effets négatifs, pervers en fait, sur des enjeux majeurs de sécurité alimentaire, d'accaparement de terre, de biodiversité ou de dégradation de terre. Et ça, c'est vraiment un signal d'alerte qui est mis en évidence par rapport à ces options d'action. Et je vais juste donner quelques éléments personnels de contexte. Par exemple, quand le secteur aérien vise à maîtriser ses émissions purement en compensant les émissions associées, il y a un point de vigilance sur les actions en matière de gestion des terres qui seraient associées à un déploiement à très grande échelle par certains acteurs du monde industriel, si ce n'est pas mené de manière prudente et en considérant toutes les différentes dimensions associées. Et je termine sur ce volet avec le rôle des choix alimentaires. Donc, comme je le disais, les pertes et gaspillages alimentaires, c'est quasiment un quart à un tiers des récoltes. Et c'est 8 à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc là, il y a un potentiel d'action qui est important. La France est plutôt en pointe dans ce secteur-là. Les réduire, en fait, c'est aussi permettre de libérer des millions de kilomètres carrés de terre d'ici à 2050 pour d'autres usages, bioénergie ou bien préservation de la biodiversité. Et enfin, sur les choix alimentaires, il y a des enjeux par rapport à ce que l'on mange. Et là, il y a un alignement très clair entre ce qui est un régime alimentaire sain et ce qui est un régime alimentaire qui permet de réduire la pression à la fois sur les terres et sur les émissions de gaz à effet de serre, avec plus de fruits, de légumes, de protéagineux et de noix, dans des systèmes résilients et à faible émission de gaz à effet de serre. Et en fait, de telles transitions alimentaires, si elles sont menées, il y a une dimension socioculturelle majeure en fait, aux choix alimentaires, à leur évolution. Ça peut en fait apporter un potentiel de baisse important d'émissions de gaz à effet de serre, jusque 8 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Et puis pour terminer, il y a des enjeux majeurs de gouvernance sur le secteur des terres. L'intégration des politiques climatiques et des politiques de gestion des terres. Alors aujourd'hui, c'est souvent des ministères très différents qui sont sur des conflits de valeurs et de prise de décision. C'est l'enjeu de stratégie qui aborde l'ensemble du système alimentaire, y compris en matière de santé publique et de lutte contre la pauvreté et l'accès à l'alimentation. Donc des enjeux d'échelle de gouvernance, mais aussi le fait de combiner les informations scientifiques et techniques issues du monde académique avec les connaissances locales et autochtones. C'est vraiment un enjeu majeur d'arriver à mettre en place cette intégration des connaissances, de tous les types de connaissances. Et puis sur le rapport sur les terres, il y a un point particulier qui me tient à cœur. Ce sont les actions qui permettent de renforcer l'autonomisation des femmes et qui ont un potentiel de multiples bénéfices et multiples synergies en assurant leurs droits fonciers, leur accès au financement et leur renforcement de capacité. Il y a également un potentiel de renforcer les politiques publiques, par exemple d'aide au développement, en ayant cette dimension d'autonomisation des femmes pour déployer les solutions par rapport au changement climatique, compte tenu également de leur vulnérabilité. Donc c'est un rapport comme tous les autres qui souligne qu'il y a de nombreux bénéfices à agir très rapidement, parce que beaucoup de solutions du côté des terres, elles apportent des bénéfices, y compris économiques, à relativement court terme, quand vous restaurez des terres dégradées. Par ailleurs, quand vous reboisez, quand vous agissez pour améliorer la qualité des sols, ça met du temps à se déployer. Donc agir vite, c'est important. Et si on tarde à agir, on peut perdre certaines possibilités d'action.
parce que dans un climat différent, votre capacité à stocker du carbone dans les sols, votre capacité à avoir certains écosystèmes, dans certaines régions, peut diminuer. Et je termine sur le volet océan et cryosphère. Ça peut vous paraître loin, on est ici à Paris, mais en fait, l'océan et la cryosphère prennent vraiment de plein fouet les conséquences de nos émissions de gaz à effet de serre. Ils sont sous pression, nous en dépendons tous, directement et indirectement. L'état de l'océan affecte en fait les conditions météorologiques dans de nombreuses régions. Ça contribue à notre alimentation, ça contribue à nos loisirs, nos activités récréatives et notre bien-être. Il y a urgence à agir. Donc, dans ce rapport, on aborde les effets en cascade. Comment nous modifions le monde physico-chimique, comment cela affecte les processus biologiques, les écosystèmes, et enfin comment en cascade ça affecte les sociétés humaines qui en dépendent, et comment les choix que nous faisons vont également agir en cascade. Donc, dans ce rapport, on aborde les hautes montagnes. C'est aujourd'hui 670 millions de personnes. Et ce qu'on montre, c'est que dès aujourd'hui, le recul des glaciers, de la neige, de la glace, des sols gelés, ça affecte les aléas naturels locaux, comme les glissements de terrain, les éboulements, les avalanches, les inondations, mais également les mouvements de la biodiversité avec des déplacements d'espèces. Et l'enjeu à protéger les espèces les plus adaptées au froid, qui ont peu d'espace pour se réfugier. Donc ce sont des tendances qui sont observées et qui vont se poursuivre, avec des conséquences majeures sur la disponibilité en eau, pas seulement localement, mais aussi en aval, par la perte de l'effet de stockage de la neige et des glaciers pendant les saisons sèches. La disparition de nombreux glaciers est inéluctable, par exemple dans les Alpes européennes. Le recul de la cryosphère de haute montagne, ça va continuer à affecter l'identité culturelle des communautés, en plus des activités de loisirs ou de tourisme. Il y a des enjeux de gestion intégrée de l'eau, y compris à travers les différentes frontières, pour faire face aux impacts sur les ressources en eau. Deuxième volet, ce sont les régions polaires, aussi bien l'Arctique que l'Antarctique, avec des enjeux complètement différents. Du côté de l'Arctique, 4 millions de personnes, une partie importante qui vivent en fait et qui maintiennent des savoirs autochtones dans des populations autochtones, avec des enjeux de gouvernance multiples. Du côté de l'Antarctique, aujourd'hui, cet endroit est consacré à la paix et à la science par le traité de l'Antarctique. Il y a des enjeux importants à l'évolution de la protection de ces régions face à des tensions croissantes pour en exploiter les ressources et aux conséquences du changement climatique. Donc, ce qui se passe dans ces régions-là nous affecte tous, en particulier parce que les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique perdent de la masse de plus en plus. La perte de masse du Groenland a doublé sur cette décennie par rapport à la précédente. Celle de l'Antarctique a triplé. Donc ça contribue à la montée du niveau des mers avec le recul généralisé des glaciers, plus le fait que l'océan gonfle en se réchauffant. Et ça implique des changements qui vont se poursuivre sur des échelles de temps de plusieurs siècles, c'est-à-dire un caractère particulièrement inéluctable qui caractérise vraiment le fonctionnement de l'océan et de la cryosphère. Donc vous voyez en fait les ordres de grandeur de ce qui peut nous attendre. Ce qui est en violet, c'est ce qui a déjà été observé, ça semble minuscule, mais ce sont déjà des changements majeurs et des ruptures. En fonction de nos émissions à venir de gaz à effet de serre, si elles diminuent très fortement, que le réchauffement climatique est contenu largement en dessous de 2 degrés en bleu, la poursuite d'une perte de masse du Groenland, de l'Antarctique et des glaciers, mais une très forte accélération si les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter dans des scénarios intensifs en utilisation d'énergie fossile en rouge. Du côté de l'Arctique, donc on est sur une situation avec un recul de la banquise, un recul de l'enneigement, une perte des sols gelés, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Pour les sols gelés, c'est environ un quart de la surface des sols gelés près de la surface qui serait perdue pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Pour un réchauffement de l'ordre de 4 degrés, c'est environ 70% de cette surface. Il y a environ 2 fois plus de carbone sous forme de matière organique dans ces sols gelés que dans l'atmosphère. Donc il y a un potentiel de contribuer à accentuer le réchauffement climatique qui est difficile à quantifier, mais qui est également important par rapport à l'évolution de ces sols gelés. 70% des infrastructures de l'Arctique sont construites sur ces sols gelés. Donc de la même manière, vous voyez que pour l'extension de la glace de mer autour du pôle Nord, on peut en conserver en gros la moitié par rapport à aujourd'hui, dans un scénario où on maîtrise en dessous de 2 degrés le réchauffement climatique en bleu. Par contre, ce sera quasiment disparu à la fin de l'été, dans un scénario intensif en énergie fossile. Les habitants de l'Arctique, ils sont en première loge. Ils adaptent déjà en fait toutes leurs activités, leurs déplacements, leur mode de vie, leurs pratiques de chasse
à la sécurité des sols gelés, de la glace ou de la neige. Mais leur succès d'adaptation, il dépend aussi des ressources dont ils disposent, en particulier des financements, de leur capacité et de l'appui institutionnel. Donc il y a des enjeux majeurs à accompagner les populations qui se trouvent dans les zones, les points chauds, en fait, les hotspots, des conséquences du réchauffement climatique. La hausse du niveau des mers, elle concerne une population encore plus grande, 65 millions de personnes qui vivent dans des petits États insulaires en développement, plus de 600 millions de personnes qui vivent sur le littoral, et dans les projections, ce sera de l'ordre d'1 milliard de personnes qui vont vivre au ras de la mer à horizon 2050. Donc des enjeux vraiment majeurs pour la gestion du littoral. Donc le niveau de la mer monte aujourd'hui environ 2 fois plus vite, de l'ordre de 3,6 mm par an, que ce n'était le cas au cours du XXe siècle. Et dans tous les cas, ce rythme va monter. Si on a un choix de développement intensif en énergie fossile, nos estimations aujourd'hui, dans la fourchette probable, c'est de l'ordre de... Ça peut aller jusqu'à 1,10 m de montée du niveau des mers à horizon 2100. Mais ça n'intègre pas tous les processus d'instabilité de calottes de glace qui sont aujourd'hui très difficiles à évaluer précisément. Donc vous voyez tous les éléments qui contribuent à la montée du niveau des mers, le réchauffement de l'océan et son contenu de chaleur, la perte de masse du Groenland, de l'Antarctique, des glaciers. Donc la montée du niveau des mers qui a déjà accéléré à cause de l'effet Groenland et Antarctique et qui va continuer à augmenter dans les prochaines décennies, à la fois sur le niveau moyen, mais aussi sur la récurrence de très hauts niveaux, les niveaux rares, combinant l'effet des tempêtes et l'effet des marées hautes à cette montée graduelle. Et puis sur plusieurs siècles, des ordres de grandeur très différents. Si on arrive à maîtriser les rejets de gaz à effet de serre rapidement, on est plutôt sur un ordre de grandeur de 1 mètre de montée du niveau des mers sur plusieurs siècles. Dans un cas d'utilisation intensive des gaz à effet de serre, des énergies fossiles, on est sur des gammes qui peuvent aller autour de 4 mètres sur plusieurs siècles de montée du niveau des mers. Donc des enjeux extrêmement différents sur la manière de penser toutes les infrastructures, toutes les villes et tous les écosystèmes qui se trouvent sur les littoraux. Je pense à Venise. Pourquoi est-ce que je pense à Venise? C'est parce qu'en fait, dans de très nombreuses régions du monde, les événements de niveau marin extrême qui se produisaient précédemment une fois par siècle se produiront au moins une fois par an d'ici à 2050 dans beaucoup de régions du monde. Ce qui est représenté là en code de couleur, c'est l'année où ces événements seront récurrents chaque année. Et vous voyez que dans beaucoup de régions tropicales ou tempérées, c'est à horizon 2050, même dans un scénario d'émissions très basses de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu pour la protection du littoral, ce n'est pas simplement la montée de quelques dizaines de centimètres, c'est la récurrence des événements très hauts et le fait d'être capable d'avoir des options de réponse à hauteur de ces enjeux. Et de la même manière, le niveau de risque par rapport à la montée du niveau des mers, il ne dépend pas que de la montée du niveau des mers, il dépend des choix qu'on va faire pour déployer ces options de réponse locales. Les options de réponse locales, ça peut être par exemple de renforcer les écosystèmes et leur effet de protection côtière. Ça peut être de reculer quand on a la place pour le faire. Ça peut être de gagner sur la mer. C'est souvent fait dans les endroits avec des ressources importantes et où l'espace est limité, où la densité de population est forte. Ça peut être de renforcer les systèmes de gestion de risque, les systèmes d'alerte, mettre en hauteur les choses les plus stratégiques. Ça peut être de renforcer les ouvrages en dur, c'est ce qu'on avait fait souvent au siècle dernier. Mais on voit en fait dans le monde une évolution avec plutôt des approches hybrides, pas simplement sur des ouvrages en dur qui présentent de nombreuses limites. Et donc, selon les contextes, pour les villes riches, pour les grands deltas tropicaux, pour les petites communautés arctiques ou pour les atolls urbains, les options de réponse ne sont pas les mêmes et le potentiel décréter le niveau de risque n'est pas non plus le même. Certaines options que j'ai décrites sont les options locales, mais plus le niveau de réchauffement est fort, plus la montée du niveau des mers est importante, plus les options de réponse, elles impliquent de planifier une relocalisation des activités agricoles dans les zones de delta tropicaux ou bien des communautés pour, par exemple, les atolls urbains, avec des enjeux majeurs de coopération par rapport à la gestion de ces déplacements. Et je termine sur la vie marine, parce qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Donc l'océan, en fait, il a stocké plus de 90% de l'énergie supplémentaire que le système climatique a emmagasiné. Ça rend le changement qui a déjà eu lieu irréversible. C'est impossible de revenir en arrière, parce que le temps de mélange dans les océans, c'est de l'ordre de 1000 ans. On estime que l'océan va accumuler 2 à 4 fois plus de chaleur pour ce siècle, dans le cas d'un réchauffement bas, et 5 à 7 fois plus dans le cas d'une utilisation intensive des énergies fossiles.
Et ce réchauffement des eaux de mer, ça renforce les vagues de chaleur marine, celles qui détruisent les récifs de coraux ou les forêts de laminaires, qui conduisent au déplacement des espèces de poissons. Mais ça change aussi le mélange dans les océans. Et donc ça limite l'apport d'oxygène, l'apport de nutriments pour la vie marine en profondeur. Et puis l'océan, il s'acidifie, il absorbe 20 à 30% de nos émissions de dioxyde de carbone. Donc ça change la chimie de l'eau de mer et la construction des squelettes pour beaucoup d'organismes marins. Et donc les enjeux pour la vie marine, c'est la baisse du pH dans les océans, le changement de leur chimie, la baisse de l'abondance d'oxygène, et dans certains endroits soumis à la pression des flux de ruissellement et de nutriments qui viennent de nos activités agricoles, on a même des zones de très basse concentration d'oxygène, des zones quasiment mortes à cause de ces effets conjugués. L'augmentation des vagues de chaleur marine qui serait plusieurs dizaines de fois plus fréquente qu'aujourd'hui, associée à ce réchauffement des océans. Donc les risques qui sont majeurs pour les récifs de coraux tropicaux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, même pour un niveau bas de réchauffement, mais aussi les forêts de laminaires, les prairies côtières, les systèmes océaniques, y compris ceux qui ont une valeur importante commerciale pour la pêche, dans les premières centaines de mètres de l'océan. Les systèmes des côtes rocheuses, les moules par exemple, qui ont une valeur en fait de production alimentaire importante, mais aussi les récifs de coraux d'eau froide qu'on trouve par exemple dans l'Atlantique Nord, ou bien les écosystèmes des plages de sable, les forêts de mangroves, ou bien ce qu'on trouve même tout au fond des grandes plaines abyssales au fond des océans. Et vous voyez qu'il y a un gradient où certains écosystèmes ils vont être aux premières loges et d'autres seront affectés plus tard pour un niveau de réchauffement plus élevé. Donc il y a vraiment des enjeux majeurs à contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible pour protéger, préserver la vie marine. Il y a aussi des enjeux pour la sécurité alimentaire. Dans certaines régions du monde, les protéines viennent des fruits de mer ou du poisson. C'est en particulier le cas dans certaines régions d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est. Dans les projections de prise de pêche, toutes les simulations disponibles montrent une poursuite d'une diminution déjà observée du potentiel de prise de pêche dans les tropiques et dans les régions tempérées. Le seul endroit où il y a un potentiel qui va augmenter, c'est du côté de l'Arctique, avec des tensions qui vont être croissantes pour la gouvernance de ces pêcheries dans un cadre international. Alors bien sûr, il y a tout un tas d'options d'action, par exemple réduire toutes les autres pressions comme la surpêche, la pollution, les activités extractives, pour permettre à ces écosystèmes marins d'être plus résilients devant le changement climatique. Et il y a des enjeux, encore une fois, de gouvernance, la gestion des pêcheries, les zones marines protégées, pour permettre à ces écosystèmes et aux sociétés qui en dépendent d'être plus résilients face au changement climatique. Et donc finalement, ce que j'ai essayé de vous montrer à travers ces trois rapports, mais c'est encore plus visible sur la partie océan et cryosphère, c'est que nos émissions de gaz à effet de serre, elles ont déjà une empreinte majeure partout, du haut des montagnes jusqu'aux régions polaires et au fond des océans. Et ça va se poursuivre pour les générations à venir. C'est vraiment une caractéristique majeure de ces enjeux-là. Donc la conclusion de ce dernier rapport, c'est que plus nous agirons tôt, plus nous pourrons faire face à ces changements inévitables, gérer les risques et assurer la soutenabilité des écosystèmes et des populations du monde entier. C'est également le rapport qui souligne le plus l'importance de l'éducation. Parce que ces questions, en particulier par rapport à la vie marine, elles ne font pas partie du corpus habituel de connaissances de la plupart des gens. Donc, il y a un enjeu majeur à permettre à tous de s'approprier ces effets en cascade, ces effets lointains mais qui peuvent revenir et nous affecter tous, immédiatement mais aussi sur le temps le plus long. Donc l'importance de l'éducation et enfin l'urgence de mettre en place une action ambitieuse, coordonnée et tenace. Ce côté tenace est important. C'est-à-dire on parle vraiment de transformation majeure dans la durée, stratégique, planifiée, avec une approche qui soit flexible, de sorte à mettre ensemble les connaissances du monde académique que j'ai présenté, mais aussi toutes les connaissances des communautés locales, des peuples autochtones, qui sont essentielles pour renforcer leur résilience. Et je termine juste en disant qu'il y a eu donc les traductions citoyennes des résumés pour décideurs. Il y a eu aussi d'autres acteurs qui ont adapté nos rapports pour d'autres audiences. Un résumé pour les décideurs urbains, un résumé pour les acteurs de la finance, une adaptation pour l'utilisation en classe pour la formation des enseignants à partir des rapports du GIEC, et on a besoin de ça davantage. On a besoin d'autres acteurs qui utilisent le travail volontaire majeur de centaines de chercheurs, de milliers de relecteurs. Ces trois rapports, c'est 20 000 publications scientifiques passées à la revue, c'est plus de 70 000 commentaires, donc ça fait partie des choses qui sont les plus relues du monde académique. On a besoin de relais pour qu'ils soient partagés, parce que sinon ce travail-là, il n'a pas de sens. En réalité, il n'a de sens que s'il est partagé très largement.
Et je termine en fait en disant que, vous voyez qu'il y a de nombreuses options pour agir. On a besoin de donner aux plus jeunes, dans le cadre de la formation qu'on leur fournit, des compétences pas seulement pour comprendre les enjeux, mais pour apprendre à agir. Et c'est ce qu'ils attendent. C'est vraiment la question, ce qui revient de plus de mes interactions avec les étudiants. Et pour terminer, la répartition de la responsabilité, les conséquences différentes selon les régions, selon les générations, selon les vulnérabilités et les capacités à agir, font de la question du changement climatique profondément un enjeu de justice. Et un cadre qui émerge, ce sont les contentieux juridiques associés à la question de l'action ou de l'inaction par rapport au changement climatique. Ça va ne faire que monter en puissance. Merci de votre attention. Alors, je pense que maintenant, il y a... Merci beaucoup, Valérie Masson-Delmotte. Je pense que maintenant, il y a un moment d'échange. Jean-Paul, tu as quelque chose à nous dire, à nous présenter, oui. D'abord. Oui, c'est assez compliqué de faire ça après Valérie. Je suis un peu je te cède la parole. Ému, impressionné, déstabilisé. Mais... Oui, mais c'est tout ce dont je parle, je préfère ne pas le dire avec un micro, là. Et ça va venir après. Voilà, là, ça va marcher avec le micro. Oui, alors moi, j'ai 10 petites minutes et j'espère qu'elles passeront vite. J'ai pas du tout l'habitude de ce type d'ordinateur qui me fait des misères. Voilà. Et voilà. Ça devrait fonctionner. Oui, alors, André m'avait fort gentiment proposé de faire une espèce de lancer un dialogue SHS avec Valérie. Et c'est vraiment pas facile du tout. Mais je vais m'en sortir parce que j'ai pas le choix. Alors, donc il y a 30 ans maintenant, on a commencé, en tout cas dans ma communauté, à faire des SHS du climat. J'aime bien appeler ça des SHS du climat. Et on se posait un tas de questions. C'était infini. Je veux dire, où qu'on se tourne, il y avait des questions. Comment atténuer? Pourquoi atténuer? Quels seront les impacts? Comment ça se manifeste? Pourquoi émettons? Combien émettons? Que se passe-t-il si on n'émet pas? Enfin, ça a duré un temps fou. On a beaucoup commencé à étudier des systèmes de production, que ce soit des systèmes de production industriels pour leurs émissions et leur dépendance aux ressources, mais aussi les systèmes de production agricole qui, à la fois, voyaient les enveloppes de risque de production changer et les choses changer. Donc, c'était des années passionnantes. Et pour aujourd'hui, je me suis dit que j'allais un peu regarder où est-ce qu'on en était en utilisant 3 corpus différents, 3 corpora différents, et aller très vite, donc en 10 minutes. Alors donc, à la lumière de ce que vient de nous dire Valérie Masson, je vais dire un peu où on en est au niveau des sciences sociales, du moins d'où je les vois moi. Puis je vais essayer aussi pas de démontrer parce que ce serait trop ambitieux, mais de montrer combien les activités de la MSH Paris-Saclay est venue en soutien des activités intellectuelles centrales que nous devons mener pour relever les défis climatiques du côté des SHS. Mais le 3e corpus, c'est un document de prospective qui vient de sortir, qui est un white paper, un livre blanc sur le rôle des SHS pour les 10 années à venir. C'est un document qui a été produit par l'initiative de programmation conjointe de la Commission européenne. Donc ce que je vais dire est beaucoup moins incarné et beaucoup plus aride que ce qu'on vient d'entendre, mais ça nous concerne enfin, nous, comme communauté. Alors, sur les rapports récents du GIEC, je dirais qu'on est arrivé à un point réellement tournant, et le mot qui est revenu constamment dans le discours de Valérie, c'est le mot intégration. Il fut un temps où c'était une espèce de patchwork, et les sciences humaines et sociales étaient un morceau de ce patchwork un peu mal cousu, avec les sciences du climat, les sciences biologiques. Et aujourd'hui, tout le discours est un discours d'interconnexion, d'interaction. En fait, Valérie nous a parlé beaucoup plus des humains que de la machine climatique aujourd'hui. Et ça, c'est un virage. C'est un virage qu'on a observé dans les 10 dernières années, dans les 5 dernières années. Et donc, il y a des mots-clés qui reviennent comme systémiques. Aujourd'hui, on travaille
sur base d'une idée d'un socio-écosystème complexe où le climat a un rôle fondamental et où nous avons un rôle fondamental sur le climat. Et donc ça, c'est vraiment passionnant et je pense que beaucoup d'entre nous dans la salle avons commencé à penser à ça il y a 20, 30, 40 ans et aujourd'hui, nous voyons que ça sert. Et c'est assez satisfaisant. La systémique des systèmes complexes, des systèmes indéterminés en raison de notre ignorance ou en raison de leur nature chaotique aussi, c'est présent dans ces rapports et c'est très, très important pour nous, je pense. Et le troisième mot-clé ici sur les interconnexions, c'est le travail à la croisée des disciplines. J'ai mis interdisciplinaire, on pourrait avoir un débat pendant 3 heures pour savoir ce que ça signifie, c'est pas important. Mais j'ai mis dans ces interdisciplines, il y a cette idée d'arriver à travailler ensemble dans la production de connaissances neuves. Ce qu'on trouve aussi dans ces rapports, c'est un travail qui est devenu très important sur la dualité entre atténuation, réduire les gaz à effet de serre, et adaptation, arriver à faire face aux changements provoqués par l'inertie de la machine climatique. Et là, nous sommes constamment dans un dialogue SHS-sciences naturelles. Parce qu'on doit à la fois comprendre les impacts de nos stratégies adaptatives, mais aussi les impacts de nos stratégies d'atténuation sur les sociétés humaines. Et donc, on a une espèce de travail bouillonnant, tourbillonnant. Et j'imagine aussi qu'il y a plein de gens dans la salle qui, depuis longtemps, travaillent sur la gouvernance intégrée. Aujourd'hui, on commence à la faire et c'est très, très agréable. Je n'ai pas d'horloge qui défile devant mes yeux, donc André, je vais te demander de, à un moment, faire stop, parce que ça pourrait dérailler. Et puis, le troisième travail très important, je pense, aujourd'hui qu'on fait, c'est le travail d'arrimage sciences-société. Quelle connaissance pour quelle action? Comment fait-on pour que cette connaissance soit prise en compte? Y a-t-il réellement un lien entre connaissance et action? Y a-t-il connaissance, conditions nécessaires, conditions suffisantes? Il y a beaucoup de... Et je dirais qu'aujourd'hui, on est là et c'est stabilisé. Et c'est un moment très, très satisfaisant. Et donc, première analyse, bien grand mot, me fait dire qu'on est à un moment tournant où enfin on reconnaît le caractère systémique, la question duale adaptation-atténuation, et on arrime de mieux en mieux sciences et société. Mais chaque fois qu'un nouveau rapport sert, il y a une conversation dans notre petite communauté qui vient et qui dit « mais cette connaissance va-t-elle réellement enfin pousser à l'action ?» Je pense que c'est un débat qu'on a entre nous, Valérie et moi, qu'on se rend compte, qu'on a avec d'autres chercheurs du climat. C'est cette connaissance, cet merveilleux exemple d'action collective que représente le GIEC. Cela va-t-il enfin permettre de changer les choses? Et là, il y a tout un travail qui nous concerne, je pense, beaucoup en SHS, c'est ce travail du lien entre ce que les gens nous disent, ce que les gens prétendent être leurs croyances en fonction de leurs intérêts et de valeurs qu'ils défendent. Donc ça va être un chantier, je pense, qui va être ouvert, mais je reviendrai sur les chantiers qui seront ouverts. Et d'abord, je vais jouer à prendre les animations, les événements scientifiques de la MSH, une sélection qui thématiquement était liée à mes centres d'intérêt, et je vais un peu essayer de les coder assez grossièrement à la lumière des mots-clés que j'ai extraits des derniers rapports du GIEC. Alors par exemple, si je prends un systémique complexe interdisciplinaire, j'ai occulté ceux où je n'ai pas trouvé de contribution, mais il y a plus de la moitié des événements qui font avancer cette frontière. Pas nécessairement sur le climat, on n'a pas besoin de se focaliser au climat. Je pense que Valérie nous a bien dit que le monde était un, qu'on ne dissociait pas le climat des autres enjeux. Et donc voilà qu'on se retrouve par exemple avec cette série d'événements. Je n'irai pas en détail sur les thèmes et le codage parce que je pense que vous les connaissez. Si je prends par exemple gouvernance intégrée, je retrouve une série de journées où en fait les frontières sur la gouvernance intégrée ont été repoussées grâce à nos activités pendant 5 ans. J'ai pas triché, je vous jure. J'ai juste fait ça en me disant on va voir ce qui se passe. Et si je prends un rimage sciences-société, là typiquement... on est au cœur de ces questions, et c'est le cœur aujourd'hui pour moi de la question climatique, donc c'est très très satisfaisant d'être associé à la MSH Paris-Saclay. Et puis si je prends les 3 catégories, tout y est, c'est parfait. À la fois on fait avancer d'autres choses, parce que le monde est multiple, mais on fait aussi avancer ces dossiers qui sont fondamentaux pour relever les défis climatiques. Donc un corpus, un second corpus, et puis le troisième corpus qui, je pense, est encore plus important pour nous, car il parle de l'avenir. Et donc, l'initiative de programmation conjointe de la Commission européenne, l'idée, c'est d'une série de pays membres se mettent ensemble pour penser l'avenir de la recherche sur le climat. Et ils ont travaillé spécifiquement ce
dont on aura besoin les 10 prochaines années en matière de SHS. Et donc là, j'ai mis toute une série de mots-clés en jaune. Je sais que j'ai peu de temps, donc je ne vais pas tous les dire, mais il y a des aires thématiques, gouvernance et agentivité face aux transformations sociales. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent pouvoir s'accrocher à ça ici, et la MSH aussi. L'opérationnalisation des processus de vision et de scénarisation pour les transformations. La justice sociale et la participation dans l'action climatique. On voit qu'émergent de nouvelles catégories. C'est ça qui compte pour moi. Par rapport aux catégories dont je viens de parler, de nouvelles catégories émergent et ce sont celles-là, si on s'intéresse aux questions climatiques, qui vont nous occuper. La création de sens, le sens en lien avec la culture et la perception des risques climatiques. Typiquement quelque chose qui est très bouillonnant pour l'instant, pour lequel on a besoin d'un investissement massif. Et puis la zone 5 qui m'enthousiasme moins, mais qui est là quand même, la transformation par la finance et l'économie. Et ce que conclut l'initiative, ce texte de l'initiative de programmation conjointe de la Commission, c'est de dire que, somme toute, chaque appel d'offres doit non seulement essayer de toucher ces domaines thématiques, seul ou à plusieurs, mais il doit aussi contenir le co-développement, ils appellent ça transdisciplinaire dans leur vocabulaire à eux, le co-développement de la science avec les gens qui seront affectés par les résultats. Ce qui est aussi un changement de pratique assez radical et qui, pour certains d'entre nous, ne nous enchante pas et d'autres nous enchantent. Donc ils disent un virage transdisciplinaire. Je me dépêche, j'espère que je ne vous perds pas. Et donc, face à ce livre blanc, un appel d'offres est en cours là maintenant, réponse intention le 3 janvier et dépôt le 6 février. 2 propositions qui touchent ces questions de justice sociale et de participation, de création de sens, culture et sens, perception du risque, et de finance et économie qui transforment nos pratiques. Et donc, très concrètement, aujourd'hui, il y a des enveloppes pour essayer de changer là où on se focalise si on veut faire des SHS du climat. Je sais qu'il y a un débat sur le pilotage de la recherche par des gens extérieurs. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que ça soulève. Mais bon, moi, je ne fais que décrire ce que je vois là. Alors, si je devais résumer ça, et je pense que je pense moi ça que c'est vraiment important, et ça m'anime beaucoup ce sujet-là, c'est qu'on a là une période de transition auquel on devra faire face, où hier et aujourd'hui, on parlait beaucoup du côté des SHS et du climat, comment ça marche. Et pour comprendre comment les choses marchent, eh bien, on faisait de l'interdisciplinaire, on mobilisait plus les sciences sociales que les humanités, au sens anglo-saxon du terme. On voulait accéder au sens, on voulait dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et on faisait un tas de constats. Et on a beaucoup travaillé sur le constat, hier et aujourd'hui. Et demain, quand je vois ce qui sort du JPI, mais aussi de la pratique de ma petite communauté, c'est comment agir, c'est plus comment ça marche. Il va falloir qu'on s'investisse dans comment agir, dans ce qu'ils appellent le transdisciplinaire, et les humanités sont à présent mobilisées. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend depuis des années. Les humanités, j'entends humanities, j'entends même arts and humanities. Et aujourd'hui, ce n'est plus une question d'accéder au sens de ce qui se passe, mais c'est de créer du sens avec les cadres de référence que nous offrons aux gens. Quels sont ces mécanismes de création de sens? Donc on commence à avoir un corpus croissant où l'on voit comment le sens que les gens donnent à ce qu'ils observent est influencé par nos pratiques, mais ce sens influence leurs actions. Toujours du comment agir. Et donc de questions qui relèvent du constatatif, on arrive à des questions sur le performatif, et ça va devenir de plus en plus agitant. Quand on parle de performatif, on parle d'humanité, on parle d'éthique, on parle de toute une série de questions vraiment fondamentales. Et donc si je devais me réjouir de ces 5 ans, mais c'est qu'il y a eu vraiment un bouillonnement d'idées qui a servi ma petite communauté des SHS du climat, ou ma grosse communauté, peu importe, et que ce bouillonnement aujourd'hui nous conduit à de nouveaux défis vraiment réjouissants, qui sont tout à fait contenus dans ce que tu as dit, mais différemment, parce que j'ai d'autres lunettes et moins d'habileté à parler. Merci beaucoup. Oui. Alors, peut-être avez-vous des questions pour commencer à échanger. Sinon, de toute façon, nous allons échanger également entre nous, mais n'hésitez pas à intervenir. Pierre-Paul.
porte le micro, je pourrais échapper aux réponses. Oui, je ne pouvais pas ne pas avoir envie de réagir. On est extrêmement saisi par l'exposé de Valérie Masson-Delmotte, comme à chaque fois. Et je vais être un petit peu provocateur, néanmoins, parce que sont parfois les SHS. Alors, il y a un sociologue Bruno Latour, qui est écrivant sur ces questions à la fois d'enjeux climatiques, mais aussi de formes de présentation de l'expertise, dit au fond ce qui fait la force, mais aussi la limite des présentations sur des scénarios 1,5 degré, 2, etc., c'est que ce sont des opérateurs d'interface entre la très grande diversité de la littérature scientifique, ça vous l'avez très bien dit, mais aussi la très grande diversité des enjeux sociaux et politiques qui sont à relier. Donc évidemment, la question que je me pose, c'est comment est-ce que les SHS sont pas précisément là pour réintroduire tous les enjeux de diversité sociale et politique qui sont derrière ces scénarios. De ce point de vue-là, je prolongerai mon commentaire par, en vous écoutant, je pensais à ce qu'a été la situation des SHS face à une prophétie bien différente, et qui vous ferait sourire aujourd'hui, qui était la prophétie de la modernisation et de l'expansion économique dans les années 60, où l'expertise venait vers les SHS, avec, dans les années, oui, en France, le commissariat général du plan, dans les années 60, venait vers les SHS en disant « L'enjeu, c'est de comprendre, c'est d'intégrer les SHS à notre réflexion, parce qu'il faut comprendre les verrous culturels et socioculturels du déploiement de la modernisation, et parce qu'il faut favoriser l'acceptabilité des solutions de modernisation et en même temps, bien sûr, répertorier, connaître mieux tout ce qui risque de disparaître. C'est le moment d'ailleurs où on a développé, inventé les musées de société, les recueils ethnographiques sur des communautés en train de disparaître. Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que je pense que précisément, les SHS doivent se positionner différemment. Et puis je me permets un dernier commentaire qui est un petit peu un pas de côté, mais parce que j'aimerais avoir peut-être votre expérience sur la façon dont réagissent les publics à votre exposé. Je me disais en vous écoutant, quand on annonce aux gens et quand on annonce peut-être aux politiques aussi, que quoi qu'on fasse, il y a des irréversibilités, où on va, comment avoir des leviers de décision politique ou d'engagement citoyen si on ne donne pas aux gens l'idée qu'il peut y avoir des quick wins, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, voilà. Alors, en discutant avec ma voisine, on se disait que les quick wins, c'était aussi que se réinventaient de manière endogène dans les communautés des transformations de valeurs. Mais ça rejoint la question de la diversité des questions culturelles, sociales et politiques qui sont derrière la modélisation. Merci. Oui, désolée, je maîtrise la technologie. En fait, c'est une question de fond. Donc, l'exercice qu'on fait sur la construction des espèces de grands récits, d'hypothèses, en tout cas formalisées, explicites, de grands types de développement, puis après, derrière, on peut quantifier dans certains cas, et on peut croiser l'information, exposition, vulnérabilité, transformation de systèmes de production, et puis modélisation du climat, parce qu'en fait, c'est derrière ça. C'est très réducteur par rapport à toutes les connaissances qui existent du côté des sociétés. C'est vraiment très réducteur, mais en tout cas, ça permet d'aller plus loin que ce qui était fait précédemment, et je pense d'expliciter les hypothèses de travail avec des objets qui permettent de faire l'articulation. Donc c'est un aspect qui est mis en place par la communauté scientifique internationale, au sens large, communauté toute discipline scientifique. Mais derrière ça, il y a aussi toute la profondeur d'analyse et toute la profondeur de la réflexion qu'apportent des études de cas qui, elles, sont ancrées sur des communautés, des histoires, des choix aussi qui peuvent être faits. Et ces études de cas, elles peuvent aborder la manière dont, à l'échelle d'une communauté, d'un système, on se projette vers des évolutions futures plausibles, d'une autre manière, complètement autre. Et on a besoin de ces deux approches. On a besoin d'une approche intégrée, disons, au sens planétaire, à grande échelle, en particulier par rapport à l'évolution du climat,
mais on a aussi besoin d'une approche qui soit ancrée dans chaque communauté, finalement. Et donc, c'est en ce sens, pour moi, qu'on a besoin d'avoir une intégration de l'ensemble des connaissances qui soit pertinente. Alors, j'espère avoir répondu succinctement à la première question. Sur le deuxième volet, il y avait une question qui était presque une instrumentalisation des sciences humaines et sociales. Je ne suis pas à même de répondre à ce point-là. Tel que moi je le vois plutôt comme une opportunité d'ajouter des dimensions à la réflexion et que la réflexion sur les choix soit enrichie par des perspectives multiples. Et c'est clair que la communauté des physiciens que je représente n'est pas du tout à même d'être celle qui porte la réflexion sur ces choix. On a besoin de l'enrichir par de multiples points de vue, de multiples perspectives. Et je pense vraiment que c'est ce qui a fait la force du rapport sur 1,5 degré, d'avoir dans le cadrage de l'analyse la profondeur du regard des sciences humaines et sociales. Et sur le dernier volet, sur la question des irréversibilités, c'est quelque chose que les gens détestent. Je l'ai vraiment remarqué dans de nombreux contextes. Mais il y a vraiment une perception qui n'est pas la même pour différentes générations. Moi, je me rends compte à quel point ma communauté a échoué à communiquer des choses essentielles, du type « on n'a pas d'autre explication au réchauffement que nos rejets de gaz à effet de serre, et notre meilleure estimation, c'est que c'est 100%. » Quand je pose la question à mes interlocuteurs de qu'est-ce qui contribue au réchauffement climatique, beaucoup de personnes, quand je leur pose la question, me disent « bon, les activités humaines, c'est peut-être 20% ou 50%. » La prise de conscience complète de notre responsabilité, elle n'est pas là. On a échoué à la communiquer clairement, trop prudent par rapport aux outils dont on dispose et à leurs limites. Et puis sur le côté de trajectoire inéluctable sur les prochaines décennies, je pense que c'est quelque chose que les plus jeunes générations ont intégré. Alors, je vais juste développer un tout petit peu. Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, ou quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a grandi depuis que le terme anthropocène a été inventé. 2002, je crois, par Paul Crutzen. C'est quelqu'un qui a, en France, par exemple, appris à lire à l'école maternelle avec des petits magazines en lien avec l'actualité qui parlaient de la perte de biodiversité, qui parlaient du changement climatique depuis le début. Et la manière de penser les choses, la manière de voir ce monde, c'est pas la même chose si on a grandi il y a 30 ans, où on a eu peut-être, mais pas toujours, une prise de conscience graduelle, et on a ajouté à notre façon de voir le monde cette dimension-là en plus des autres, que quand on l'a intégré dans sa manière de construire son rapport au monde depuis le début. Et donc je pense que sur ces enjeux-là, d'irréversibilité, il y a vraiment une manière de les percevoir qui est très différente, en particulier en fonction des générations. C'est très frappant pour moi. Je n'ai pas vu d'études approfondies avec les méthodes en sciences humaines et sociales qui permettent de le rapporter objectivement, mais c'est quelque chose dont je peux témoigner à travers des rencontres avec des étudiants, des lycéens, des étudiants de différentes disciplines et dans différentes régions du monde. Et par contre, ce qui est inacceptable pour ces jeunes générations, c'est l'indifférence et le fatalisme. Ce n'est pas l'irréversibilité. Ils ont compris qu'ils devraient faire avec, mais c'est plutôt l'indifférence et le fatalisme d'une partie de ceux qui sont aujourd'hui aux manettes. Et puis sur le côté... les leviers d'action, finalement, je pense que profondément, il y a un enjeu de processus délibératif, participatif, de vie démocratique. Et les deux expériences qui me marquent actuellement, c'est l'expérience de l'Assemblée citoyenne en Irlande pour réfléchir à des enjeux de société, où la réflexion a été confiée à une centaine de personnes représentatives de la société irlandaise sur des questions variées. Et on a vu que même sur des choix de société avec une dimension morale, il reflétait bien plus l'ensemble de la population que ne le faisaient les élus. Et c'est aussi l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, où la profondeur de la réflexion qui est menée par ceux qui ont accepté de passer du temps à réfléchir à ces questions-là et à proposer des solutions est vraiment remarquable. Et donc moi, je suis très réservée sur la notion de choses qu'on peut faire très rapidement sans réfléchir, et au contraire très attachée à avoir des processus délibératifs où l'ensemble de la société soit représenté, y compris ceux qui ne votent pas, les plus jeunes, et ceux qui sont souvent en décalage par rapport au processus habituel de prise de décision. Je n'ai pas répondu complètement à votre question, mais je l'ai retournée d'une autre manière. D'une autre manière qui est importante, c'est-à-dire celle de la vie démocratique et de la participation au processus de décision.
Oui, c'est juste pour Frédéric Joulian, anthropologue. Je travaille sur des questions d'anthropologie de la nature. Et là, l'échange me semble tout à fait pointu sur la situation que nous vivons. Il se trouve que hier soir, j'ai organisé un débat citoyen dans le cadre des élections municipales sur changement climatique et éco-construction. Et dans la salle, en fait, je me suis rendu compte. Donc là, on est face. J'avais organisé en février le grand débat sur la question de la transition écologique dans ma région. Et il se trouve que ce que j'ai remarqué auprès du grand public, c'est qu'on a des savoirs qui sont vraiment, et des connaissances et des représentations qui sont vraiment émiettées. Il y a un émiettement, et on n'a pas de public acquis quand on est dans ce genre de situation-là. Bien entendu, il y a des gens qui ont une certaine sensibilité aux questions environnementales et climatiques qui viennent plus tôt, mais quand même, on a, la population assez large d'une ville. Et le mot biodiversité a fait problème. La moitié des personnes ne comprenaient pas. J'avais mis Anthropocène et j'ai parlé de l'Anthropocène. J'ai perdu 30 personnes sur les 110 qu'il y avait. C'était évident. Donc on est face à ce genre de situation là à l'heure actuelle quand on communique sur le changement climatique et les solutions à y apporter. Et cet émiettement pour moi est majeur. Et comment agir face à cet émiettement? On avait essayé l'an dernier d'organiser une conférence de consensus. On n'y était pas arrivé dans notre région. C'est une voie. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est une question que je vous pose à tous les deux. Voilà. Je ne peux parler que des dispositifs expérimentaux que j'utilise aujourd'hui pour essayer de voir ce qui fonctionne. Et la question, c'est que face à cet émiettement, nous essayons de générer des récits qui viennent des communautés partenaires. Donc, qu'elles mettent en récit ce qu'elles savent de ce qui leur arrive. Peu importe si c'est vrai, faux, si ça correspond à la connaissance scientifique ou pas. Mais simplement de lier la capacité à mettre en récit à de l'agency, à de l'agentivité, pour que de ces récits naisse l'action vers l'avant. Pour l'instant, beaucoup des résultats, mais j'ai pas beaucoup de résultats, mais beaucoup des résultats que j'ai montrent qu'il est très risqué de proposer les narrations scientifiques tôt dans un tel processus. Nous appelons ça des agoras, mais ça peut avoir 1000 noms. Plus tôt on propose ce genre, notre narration du monde, plus tôt les gens se l'approprient, parfois à des fins stratégiques, à des fins de prise de contrôle de l'auditoire, à des fins de vente d'un agenda parallèle. Et donc, en fait, il y a toute une phase de construction d'un récit avec les gens pour les gens où on ne se mêle rien d'autre que de créer cette espèce d'espace qu'on appelle un espace sécurisé, c'est des mots un peu là, hein, un espace sécurisé où tout le monde a le droit de parler et où petit à petit, on construit un récit commun de la situation. Et puis ce récit commun, on va quand même le confronter à ce qu'on sait de la situation du point de vue scientifique en acceptant que c'est une autre narration. Et ça met du temps. Ça ne met pas un soir, ça met 6 mois, ça met 9 mois. Alors on a des dispositifs lents, hein, je dois aussi enseigner, faire d'autres choses. Donc on se voit régulièrement et puis on travaille. Et puis petit à petit, on tombe d'accord sur des récits communs et des récits à divergence, parce que parfois le groupe se scinde. Mais ce travail de mise en récit d'un objet émietté, il me semble prometteur. Prometteur pour l'action collective, pour l'agentivité individuelle et pour la récolte de matériel sur la façon dont les gens créent du sens avec des expériences variées. À défaut d'être émietté, mais ça crée un émiettement, la diversité. Ouais. Ouais, en fait, ce que vous décrivez, je l'ai aussi ressenti à plusieurs reprises. Et je veux ajouter à ça un élément qui est très complémentaire. Un travail que j'avais fait sur une trentaine d'élèves de 3e, qui étaient des stagiaires, en fait. Ils ont des stages obligatoires. Dans notre laboratoire, Sciences du climat et de l'environnement, et au ministère de l'Environnement. Je m'étais dit, je vais prendre cela parce qu'ils sont intéressés par le sujet. Je leur avais demandé de me définir biodiversité, aucun n'était capable de le faire. Ils avaient des niveaux scolaires très différents, mais aucun n'était capable de m'expliquer ce que c'était la biodiversité. Donc des élèves français de 3e, 14-15 ans. Je leur ai demandé de m'expliquer ce qu'ils connaissaient sur le changement climatique, il y avait quasiment zéro. C'est-à-dire ils en avaient entendu parler,
Ils faisaient le lien avec des événements extrêmes. Ils avaient compris que les gaz à effet de serre jouaient, mais c'était un truc mystérieux. C'est-à-dire, ils n'avaient aucune idée de comment ça marchait. Ils n'avaient non plus aucune idée de ce qui conduisait à rejeter des gaz à effet de serre, ni là où on pouvait agir pour les réduire. Et à titre personnel, je suis vraiment très attachée à un socle de compétences qui soit construit dans le cadre de l'éducation, graduellement, primaire, collège, lycée, avec d'abord une sensibilisation, ce qu'on peut faire pour les plus petits, y compris sur des actions qu'on peut mener. Et après, dans un deuxième volet, la compréhension des éléments scientifiques, de quelques éléments scientifiques, de la démarche scientifique, sa spécificité et un minimum de compétences. Et je fais aussi référence à un sondage sur quelques centaines de personnes, c'est jamais terrible, mais qui montrait qu'il y a un tiers des jeunes Français aujourd'hui de 18 à 24 ans qui pensent que le climat ne change pas ou que ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. Moi, je vois ça comme un échec de notre capacité dans un pays développé, riche, avec une éducation qui doit faire une place aux sciences récentes, à avoir transmis des choses essentielles. C'est pour ça que je suis engagée, je le revendique comme un engagement, à ce que les connaissances produites par nos disciplines au sens large soient enseignées le plus rapidement possible et d'une manière qui soit bienveillante par rapport aux plus jeunes. Sur l'approche que disait Jean-Paul, je partage parfaitement l'expérience. C'est-à-dire que souvent on a besoin, sur des petites communautés, vous parliez de l'échelle d'une ville en fait, de réfléchir ensemble aux changements qui ont eu lieu, à la situation d'aujourd'hui et à ce qui crée du mal-être. Parce qu'en fait, souvent, il y a un mal-être qui n'est pas exprimé complètement et qui n'est pas exprimé dans une réflexion sur ce qui a amené à ça. Et la deuxième chose, c'est amener à se projeter vers l'avenir pour sortir aussi parfois d'une forme de paralysie ou d'anxiété par rapport au fait d'être impuissant sur des choix structurants qui vont conditionner la façon dont on va vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion sur les récits, finalement, de futurs plausibles ou de futurs qu'on a envie de construire, c'est quelque chose qu'on mène aussi dans le cadre des rapports du GIEC. Et par exemple, dans le rapport sur 1,5 degré, dans le chapitre sur les impacts, les auteurs des rapports ont choisi librement de représenter leurs conclusions sous forme de 3 récits. Un récit d'un monde où on a réussi à contenir le réchauffement à 1,5 degré, à quoi ça ressemble. Un récit où on a un peu tardé à agir, puis un récit où on fait rien de plus que ce qui est engagé aujourd'hui. Et en fait, j'ai utilisé ces récits dans des interventions publiques. Par exemple, un procès mis en scène, un faux procès mis en scène par des étudiants de sciences politiques où on se met en 2050 et puis on regarde pourquoi on en est arrivé là. Et j'ai remarqué en fait à quel point ça fonctionne bien mieux finalement pour nous connecter comme humains, je pense, que la présentation que je vous ai faite à l'instant, qui est scientifiquement rigoureuse, mais qui demande des codes de compréhension, de termes techniques et de graphes qui larguent en fait l'immense majorité des gens. Voilà. Donc cette approche-là, on va aussi la mettre en place dans la manière de présenter les évolutions futures plausibles du climat, dans le rapport du groupe 1, la partie base physique. C'est en tout cas ce qu'on a envie de développer, alors d'une manière qui sera un peu dure, mais c'est vraiment cette idée-là de fournir des trames qui permettent de projeter des histoires à l'échelle des communautés, à l'échelle humaine, sur l'information scientifique. Alors, si je peux me permettre juste d'intervenir un instant, pour rebondir en fait sur ce qui a été dit, on voit qu'il y a du grain à moudre sur cette question en matière de SHS, parce que si on fait rapidement, non pas une synthèse, mais une identification d'un certain nombre de pistes, on voit que ça pose des questions en matière de transmission des savoirs auprès des plus jeunes, donc en matière d'enseignement, changement d'un certain nombre de méthodes, et puis de direction également. Donc en matière d'enseignement, en matière de transmission des savoirs d'une manière générale, c'est-à-dire par rapport à la question des médias, de la transmission des connaissances scientifiques, j'en parlais tout à l'heure brièvement au moment de faire l'introduction de votre conférence. Et ça, c'est une question d'ailleurs qu'on évoque en ce moment au sein de Saclay, et Estelle est là, on en parle, c'est la question des AMI, puisque on présente notamment un projet sur ce plan sur cette question en SHS, de transmission des savoirs et de médias, des connaissances, médiatisation des connaissances. Et puis, également, il y a évidemment, et ça parle aux juristes que je suis, et j'ai des collègues également dans la salle, et ça leur parle sans doute, c'est la place du droit et de la science politique là-dedans. Je pense que pour la science politique,
j'éviterai d'aller trop dans ce sens parce que je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, je pense qu'il y a énormément de choses à réfléchir sur la manière dont pourrait se composer, ou se composent déjà d'ailleurs, se réunissent déjà d'ailleurs les citoyens pour agir dans différentes parties du monde, parfois en parallèle, parfois sans même évidemment l'aval des pouvoirs publics, mais comment ils se saisissent politiquement de cette question et se structurent. Et puis du côté du droit, alors il y a énormément de choses. Évidemment, le droit n'a pas attendu les temps récents pour se saisir des questions environnementales, mais le droit est toujours un petit peu, forcément, il a toujours un peu un temps de décalage. Et on le voit, mais il y a des initiatives qui montrent que le droit est toujours présent. On pense évidemment au procès intenté contre des maires qui ont pris des mesures d'interdiction de diffusion du glyphosate à proximité des habitations ou des écoles, etc. etc. Donc, et on voit une jurisprudence qui est fluctuante, mais qui là, parfois, paraît évoluer dans le bon sens. On pense évidemment à la question des écocides. Et là, on a un collègue de l'UVSQ, Laurent Néret, qui est actuellement au Conseil constitutionnel, mais qui a beaucoup travaillé sur ces questions. J'ai une collègue aussi, Judith Rochefeld, qui travaillait sur la question de la justice pour le climat et des procès et de la façon dont les citoyens se saisissent du droit et de la justice pour agir. Et là, il y a des pistes extrêmement intéressantes, aussi bien du côté du droit pénal, mais également du droit civil, sans faire un cours de droit. Et très brièvement, on a longtemps conçu la responsabilité civile comme ayant une fonction réparatrice. Et aujourd'hui, on voit, et la Cour de cassation l'admet de plus en plus, on lui reconnaît également une fonction d'anticipation des risques. Et il y a eu, par exemple, des procès qui ont montré que les juges acceptaient aujourd'hui de prévenir plutôt que de guérir, parce que guérir, évidemment, on arrive trop tard, donc on indemnise avec toute la difficulté du calcul, mais que les juges pourraient avoir une fonction anticipatrice, prévenir un certain nombre de dommages et obliger ceux qui ont la possibilité d'agir, les obliger à agir. Et là, c'est une dimension extrêmement intéressante. Et je pense on a beaucoup de grains à moudre de ce côté-là, mais encore sur plein d'autres aspects, évidemment, la question des territoires, de la géographie, etc., etc. Donc, une grande richesse de ce point de vue-là avec les SHS. Peut-être encore brièvement une ou deux questions, parce qu'on termine dans 5 minutes. Là-bas, il y avait une... Ah, pardon, juste après. Alors. Ouais. Et puis après, Denis Hulmeau, je suis physicien. J'avais une question sur les conséquences géopolitiques du réchauffement climatique qui n'ont pas été abordées dans la présentation et qui me paraissent une des choses les plus importantes, parce que tout est décrit, en tout cas dans cette présentation, comme si on gardait notre système politique, je veux dire au niveau mondial, le même que ce qu'il est maintenant. Et on voit que y a un certain nombre de points chauds. Il y a le Bangladesh qui va passer sous l'eau, certaines régions qui vont devenir désertiques. Ça implique soit des déplacements de population, soit une disparition d'une partie de la population. Et c'est difficile d'imaginer que nos sociétés vont rester à l'identique par rapport à maintenant. Donc, où en est la réflexion par rapport à ça, et en particulier au sein des SHS qui sont les mieux placés pour répondre à ça? Oui, moi, la question centrale qui nous anime dans ma communauté aujourd'hui, c'est l'ouverture des routes du Nord. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes conséquences géopolitiques que celles dont vous parlez. Et c'est très centré sur des intérêts économiques, des intérêts géostratégiques. Ce qui fait que, je dois dire, sur des enjeux plus fondamentaux comme les enjeux migratoires, je suis hors sujet. Je ne sais pas si... Alors, je vais juste rebondir sur votre commentaire tout à l'heure, en indiquant aussi que c'est un autre volet, mais dans par exemple le cadre de l'évaluation qui a été faite par le Haut Conseil pour le climat, il y a une dimension en fait liée au droit et aux sciences politiques qui est très forte, autour de la mise en œuvre des stratégies par exemple bas carbone, sur les méthodes d'implémentation, les méthodes d'évaluation, par exemple à l'échelle des lois ou de tous les éléments de prise de décision. Il y a un enjeu majeur aussi sur le cadre réglementaire qui est associé aux stratégies d'adaptation. On peut parler de la gestion du littoral, en fait, et quel cadre réglementaire est mis en place. Et il y a également un sujet qui est un sujet important d'actualité qui touche au droit foncier, avec le besoin d'une réflexion importante sur la politique foncière dans le cadre des politiques agricoles et du changement climatique, qui est extrêmement important. C'est quelques exemples.
On a attiré en fait des chercheurs issus, disons, du droit et des sciences politiques dans la rédaction des derniers rapports du GIEC. Et leur remarque était que souvent le corpus qui était à leur disposition était restreint dans certains pays, dans certains contextes, avec un vrai manque de connaissances disponibles pour l'évaluation, en particulier dans certains pays en développement qui sont parfois les plus vulnérables. Voilà. Donc je voulais juste faire part de cet aspect-là. Et après, donc, sur votre question qui est importante, c'est comment en fait nos sociétés elles vont se transformer. C'est des choses en fait qui sont difficiles à explorer complètement. Les enjeux qui sont liés aux conflits, aux migrations, ils sont abordés sur la base des travaux qui sont dans la littérature scientifique. Voilà, donc on les aborde avec toujours, en tout cas sur les conflits et les déplacements passés de population, une lecture qui est pas simpliste. On a par exemple dans le rapport sur 1,5 degré une analyse de la situation en Syrie entre, disons, les années 2007-2010, avec une sécheresse sans précédent sur plusieurs siècles, mais aussi un contexte très particulier de gouvernance, de politique agricole, de production du coton irrigué pour l'exportation, qui ont conduit à une situation de déplacement massif de centaines de milliers de personnes. Est-ce que c'est l'effet de la sécheresse? Non. C'est l'effet croisé de la sécheresse et d'une mauvaise gouvernance, pour être clair, plus d'inégalités croissantes qui se sont combinées. Donc il y a ce côté-là qui est important, c'est-à-dire de donner sens de manière croisée aux situations aujourd'hui observées de conflits et de déplacements à grande échelle de population. Et puis sur les projections, il y a effectivement un certain nombre de situations qui sont très tendues, mais ce n'est pas forcément à l'échelle de pays entiers, c'est souvent plutôt à l'échelle de communautés, à l'échelle de villes. Et c'est aussi pour ça qu'on veut renforcer l'évaluation de l'état des connaissances plus à l'échelle, je dirais, subnationale, à l'échelle des villes. Et je ne l'ai pas indiqué, mais on a développé un agenda de recherche et d'action autour de la question des villes et du changement climatique, dans le cadre d'une approche vraiment internationale et transverse à toutes les formes de connaissances. Et le prochain rapport spécial que le GIEC fera dans le cycle suivant, après 2023, portera sur les villes et le changement climatique. Et la demande de réflexion sur cette thématique-là, elle provient en particulier de chercheurs qui sont impliqués sur des villes en développement, dans des situations aujourd'hui très tendues, sur l'accès à l'eau tout particulièrement. Donc la question, c'est d'avoir vraiment une évaluation qui soit la plus approfondie et plus fine, finalement, parce que c'est à cette échelle-là, souvent, que se forment les situations qui peuvent après amener à des conséquences en cascade plus larges. Merci beaucoup. Je suis désolé, monsieur, on m'a fait signe qu'il fallait clore le débat pour ce matin et clore la session de ce matin. C'était extrêmement riche et je pense qu'effectivement, tout le monde a sans doute des choses à exprimer ou en tout cas des questions à poser. Merci infiniment, Valérie Masson-Delmotte et puis Jean-Paul van der Linden pour vos interventions respectives.